le Pitch Club. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du Pitch Club, le Pitch Club qui reçoit cette semaine un invité de marque, Boudère. Alors le Pitch Club, Mousse, comment on peut le présenter ? Alors le Pitch Club, c'est le podcast qui donne la parole aux raconteurs de bonnes histoires. Alors cette semaine, on a un très bon raconteur de bonnes histoires, c'est Monsieur Boudère. Alors Boudère, comment on pourrait vous présenter pour les auditeurs qui vous connaîtraient pas ? Comment on pourrait présenter Boudère, humoriste, comédien. C'est-à-dire que je monte sur scène et je fais aussi du cinéma. Donc voilà, et depuis peu, écrivain d'une autobiographie, d'un livre qui est sorti chez Hugo Doc. Et donc voilà, un livre dans lequel je raconte ma vie, et puis voilà qui je suis. Ouais, c'est ça, donc une double actu, donc il y a le livre Un Boudère qui est édité chez Hugo Doc, c'est une autobiographie qui est sorti début de l'année 2021, et le spectacle aussi qui a repris depuis peu... Boudère is back. Boudère is back. Exactement. Que nous sommes allés voir, dont nous allons parler après, mais on va commencer tout d'abord avec une actu, parce que pendant le confinement saison 1 et saison 2, tu avais fait des vidéos avec ton fils, et apparemment le président de la République, Emmanuel Macron, a beaucoup aimé ça, et savoir comment s'est passée la rencontre et les échanges avec ce monsieur. Alors, il n'y a pas eu de rencontre avec le président, ni le seul échange que j'ai eu, ça a été... il m'a envoyé la photo dédicacée. Il me disait dans la petite dédicace qu'il a mis dans la photo, en fait c'est une photo qui a été prise par sa photographe Swazig, qui est une photographe professionnelle, et c'est la photographe qui suit le président, et le président rigolait pas beaucoup à ce moment-là parce que avec le corona et avec tout ce qu'on a vécu, et les seuls moments où il riait, c'est quand il regardait les vidéos que je faisais avec mon fils. Donc elle a chopé ce cliché où on le voit rire en train de regarder la vidéo avec mon fils quand je faisais les devoirs. Et donc cette photo-là, il me l'a envoyée, il l'a signée lui-même en me disant avec des mots d'encouragement, et qu'il aimait beaucoup mon travail, et je trouvais ça très touchant. Parce que qu'on soit d'accord ou pas, c'est quand même le président de la République, et faut le respecter déjà en tant qu'être humain, et deuxièmement en tant que président de la République. Donc voilà, j'étais super content. J'ai pas fait ces vidéos pour ça, hein. J'ai surtout fait ces vidéos parce que je me disais, il y avait deux choses. La première, c'est l'aide aux devoirs avec mon fils, quand on a commencé quand j'ai commencé à l'aider à faire ses devoirs, parce qu'il fallait avoir un suivi scolaire même pendant le confinement. À un moment donné, je suis arrivé vers il était en CE2, donc il y avait des trucs que moi j'avais oubliés parce que le CE2 ça remonte à longtemps. Et une fois il m'a posé une question sur le déterminant, et je connaissais pas je connaissais pas le déterminant, je m'en rappelais plus, et pour pas perdre la face devant lui, j'ai commencé à faire de l'impro, à faire des vannes. Ça l'a fait rire, on en a bien rigolé, et je lui dis tiens, viens, on tourne ça, parce que je suis sûr que il y a plein d'autres papas, plein d'autres mamans qui doivent galérer pour faire les devoirs des enfants. Et donc voilà, on s'est amusé à faire ces petites vidéos là. Ça l'amusait lui d'abord, parce que c'est très très important que ça l'amuse. C'était pas une obligation ni rien. Et la deuxième des choses, je me disais comment rendre l'appareil au public qui vient me voir quand je suis sur scène. Comment moi leur offrir quelque chose gratuitement, hein, des moments de détente. Alors je voulais pas faire de live, parce que tous mes collègues l'ont fait, et puis les lives, toujours à un moment donné où tu oublies que t'es en live, et puis tu dis une bêtise, et puis c'est retenu contre toi. Et là, je me suis dit, tiens, non, je vais faire ce que je sais faire de mieux, je vais faire des blagues, des vidéos, et donc j'ai fait ça, et ça a tout de suite pris, on était très contents. Et j'ai reçu plein de messages encourageants de professeurs, de parents, d'élèves, et puis, la fameuse photo du président de la République. Donc, faut savoir que c'est des vidéos qui ont engendré presque de 9 millions de vues, si on les additionne entre tous les réseaux sociaux confondus. Donc voilà, nous on faisait pas ça pour les vues, on faisait ça pour s'amuser, puis on s'est bien amusé, et on l'a fait pendant 2 confinements. C'est les réseaux sociaux. Toi et moi, on est d'une autre époque. Ouais. On n'a pas grandi avec tout ça. On avait grandi qu'avec 6 chaînes de télé, qu'on avait de l'argent avec Canal. Ouais. Et on avait le Minitel, mais on n'avait pas d'argent, donc on n'avait pas de Minitel non plus. Ouais. Et donc, pour toi aujourd'hui, ces réseaux sociaux, comment tu les vois ? Tout au début, Mousse, moi j'étais pas trop friand, parce que justement je sors pas de ce centre de formation. Pour moi c'est la télé, c'est les passages télé qui te font remplir tes salles de théâtre, mais il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Et j'ai vu que ça prenait une ampleur énorme, que il y avait un public, que
c'était aussi une manière de faire de la promotion gratuite pour ton spectacle, pour ce que tu fais. Et aujourd'hui, ça fait partie des outils de communication qui sont devenus maintenant aujourd'hui plus importants que la télévision. Donc il a fallu que je m'y mette, que j'essaye de comprendre, que j'essaye de trouver ma place dans ces réseaux sociaux-là. Et donc voilà, donc ça a été du boulot, ça a été de la réflexion, et aujourd'hui je ne regrette pas parce que j'ai un public sur les réseaux sociaux qui me suit aussi dans mes salles, et donc voilà, je suis très content là. T'envisages à l'avenir de développer tout ça? Tu vas continuer à proposer des choses? Moi, je suis un artiste. Je suis contre le mot star. Je suis pas une star. Moi, je suis un artiste. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un artiste? C'est quelqu'un qui crée tout le temps, qui est tout le temps dans la création. D'ailleurs, le confinement a été bénéfique pour ça, pour moi. Ça, il y a eu des avantages et des inconvénients. Alors, bien sûr, les inconvénients, on les connaît tous. C'est que liberté qu'on n'a pas, on peut pas sortir, on peut pas s'amuser, on peut pas aller boire des verres, on peut pas aller voir nos familles, on peut pas voir nos copains. Mais il y a aussi des avantages où on se dit, bon, bah là, on est enfermé. C'est le moment de créer, d'écrire, de se dire, tiens, je vais pas passer mes journées à me réveiller à 17h et à jouer à la play jusqu'à 5h du matin. Donc, c'est, de cet avantage-là est né un livre, est née une idée de film, on en reparlera tout à l'heure, et j'ai retouché mon spectacle. Donc j'ai profité de tout ce temps-là pour écrire. Et donc pour en revenir à ta question, c'est ça, c'est que se renouveler, écrire, aller chercher. Alors il y a des choses qu'on écrit qui sont pas drôles et qu'on met aux oubliettes, et d'autres qu'on garde. Donc c'est ça, c'est tout le temps être dans la création. En fait, c'est pour ça, parce que on l'a appelé ce podcast le Pitch Club, exprès pour ça. En fait, les invités qu'on reçoit, on leur pose beaucoup de questions sur la façon dont ils travaillent, Oui. leur méthode de travail, leur discipline quotidienne de travail. Donc pour toi, c'est un élément supplémentaire de travail, en fait. Et j'ajouterais même en quoi la vanne sur les réseaux sociaux diffère de la vanne que tu peux faire sur scène. Bah parce que la vanne sur les réseaux sociaux, alors tout ce que je dis, ça n'engage que moi. Hein. La vanne sur les réseaux sociaux, on peut la voir quand on veut. C'est-à-dire qu'on peut se dire, vas-y, je vais la voir à la fin du travail, je vais la voir le matin en me réveillant, je vais la voir en mangeant, je vais la voir le soir si j'arrive pas à dormir. Donc c'est des situations drôles qu'on peut voir à n'importe quel moment de notre vie. C'est-à-dire que même si je la poste lundi, tu peux la voir vendredi. C'est pas obligé de la voir lundi. Sur scène, si tu viens pas me voir le jour où je joue, bah tu verras rien. Donc c'est des entre guillemets des vannes à emporter, quoi. D'accord. C'est des trucs qu'on peut emporter. Des vannes à domicile et des vannes à emporter. Voilà, exactement. Alors sur place, on est au théâtre. Donc après, ça diffère parce que les gens qui viennent au théâtre et les gens qui sont... En fait, c'est tout simple. Quand on veut aller voir quelqu'un sur scène, on met sa veste, on met son argent dans sa poche pour aller acheter sa place. Il y a une envie, il y a une mobilité, il y a un truc, il y a un effort à faire pour aller au théâtre. Alors que Instagram ou les réseaux sociaux, on peut même être aux toilettes et regarder la vidéo, quoi. C'est pas... Ça ne demande pas... c'est pour ça que ça dure 1 minute. C'est parce qu'il faut pas que ça soit trop long. Si c'est trop long, on zappe, quoi. Et donc voilà, c'est deux publics différents, mais qui peuvent se rejoindre. D'accord, c'est comme commander un sandwich ou aller dîner au restaurant. Exactement, c'est pas... Ouais, exactement. C'est une très bonne métaphore, monsieur Mousse. Mais les deux sont bons, quoi. Les deux sont bons, oui, parce que les deux rencontrent un public différent et un public de connaisseurs aussi, parce que les gens qui viennent au théâtre, c'est des publics de connaisseurs. Les gens qui regardent sur Instagram, c'est aussi des connaisseurs, parce qu'ils vont dire, tiens, je vais regarder la blague de Boudère, bon, elle est pas très marrante, je vais regarder celle de David qui est plus drôle. Et donc voilà, donc c'est, tous vivent dans le même monde, donc il faut toucher les deux. Toi, tu penses que la vanne, elle évolue tout le temps, ou bien c'est toujours les mêmes mécanismes? Non, bien sûr, ça évolue, parce qu'on vit les choses. Moi, je suis pas quand j'écris, je suis pas dans la vanne pure. C'est-à-dire, la vanne pure, c'est un mot, un rire. Non, moi, c'est des situations qui sont comiques, qui à la base ne le sont pas. Quand je parle de mon physique, quand je parle de ma tournée en prison, quand je parle des rencontres bizarres que j'ai eues dans ma vie, à la base, c'est pas drôle. Si on le pose comme ça, si on le pose sur une feuille blanche, on va dire, oh putain, c'est pas marrant. On y rajoute, j'y rajoute, moi, du piment drôle et de la drôlerie, pour que les gens rient en se disant, putain, c'est fou, quoi, comment les personnes peuvent juger d'autres gens. Donc, c'est plus de la blague comme ça. Donc, c'est pour ça que ça évolue tout le temps. Alors, on va revenir un peu sur ta biographie. Donc, tu es né à Bouarfa, au Maroc. Exactement. C'est ça, pendant un match de foot de l'équipe du Maroc. Oui, en 78, le Maroc avait sa première qualification en Coupe du Monde. Et moi, je suis né au Maroc. Je suis né
dans une famille qui avait l'habitude d'avoir des enfants, quoi. Bon, mes tantes avaient déjà des enfants, mes cousins étaient déjà nés, mon frère, qui me dépasse de 3 ans, était déjà né aussi. Et au moment où ma maman était arrivée à terme, ma maman n'était pas le sujet de discussion. C'était pas le premier enfant, donc tout le monde l'attend. Le sujet de discussion, c'est est-ce que le Maroc va battre l'Allemagne. Ouais. Et donc, tu vois, l'intérêt suscité ce jour-là, c'était pas la naissance de Boudère. C'était le match de foot. D'ailleurs, mon oncle disait à ma mère, écoute, dès que tu sens que ça vient, tu te mets pas dans le salon, là où il y a la télé. Parce que nous, il y a match, tu vois. Donc, si tu veux accoucher, parce qu'à l'époque, on n'accouchait pas dans les hôpitaux. Tu peux nous parler de la ville où t'es né, de l'endroit où t'es né au Maroc? Alors, c'est un village, c'est un ancien oasis, qui fait partie des plus anciens oasis d'Afrique, qui est vraiment à la frontière algérienne. Je suis à 30 km de Béchar et à 400 km de Oujda. C'est le côté est du Maroc. On est presque en plein désert, en fait. On est en plein désert. Ouais. On est en plein désert. D'accord. Alors, c'est une ville qui a été bâtie par des Bédouins. Parce qu'à l'époque, il y avait la mine française. Les Français avaient installé une mine là-bas à l'époque de colonisation française. Et donc, voilà. Et voilà, c'est un village quand, au mois d'août, il fait très, très, très chaud. C'est-à-dire que même les serpents, ils sortent pas tellement il fait chaud. Donc, il fait chaud, il n'y a pas de clim, il n'y a pas les cliniques, les gens accouchaient plus à l'ancienne, quoi, tu vois. Et c'est pour ça que je vous décris ça, c'est parce que quand le docteur est arrivé pour me mettre au monde, docteur qui était à l'époque docteur au village, mais il était aussi le maçon, le poissonnier et l'électricien en même temps. Donc quand il est arrivé, lui, il fallait vite faire l'accouchement parce qu'il y avait le match. Donc lui, il s'est dit, bon, c'est un bébé de plus, je vais couper le cordon, je vais voir que tout se passe bien, après, au revoir, ciao. Et voilà, quoi, c'était un petit peu comme dans la petite maison à la prairie. Sauf que quand je suis né avec un asthme très prononcé. Donc j'avais énormément du mal à respirer. Et lui, quand il a vu ça, il a vu un petit enfant qui a pas pleuré à la naissance parce qu'il avait du mal à respirer, qui virait au bleu et qui avait des petits poumons. Donc lui, il connaissait pas ça. Quand il a vu ça, il s'est dit, bon, en plus, j'avais du mal à téter parce que c'est faire des efforts de téter. Donc, il a dit à ma mère, écoutez, moi, cet enfant, on a un souci parce C'est compliqué, là. il va pas vivre. Hein. Je pense qu'au mois de décembre, grand max, mois de décembre. Alors, comme, bien sûr, on est croyant et on est de confession musulmane, on dit Inch'Allah et puis on pense que, voilà, on s'en remet à Dieu. Mais il disait, lui, Inch'Allah, au mois de décembre, je suis pas sûr. Hein. Je suis pas sûr qu'il regarde la Coupe d'Afrique. Hein. Donc, voilà. Et donc, il y avait une décision à prendre à ce moment-là, bien précis. Donc, départ directement à Paris en avion avec la mère. Oui, parce que mon papa est arrivé en France à l'âge de 16 ans. Il travaillait ici. Et ma maman était... il a épousé ma mère plus tard. Hein, mais mon père était installé en France. Alors, mon père est de cette génération qui disait je viens travailler, je gagne des sous, je reconstruis la France et après je re-rentre dans mon pays d'origine. Il n'était pas question de vivre en France, comme plusieurs autres immigrés de l'époque. Donc ma mère était au Maroc. Tu vois, il descendait, il restait 4 mois au Maroc avec ma mère, il repartait pour travailler en France. Et donc là, il a reçu la lettre et il a dit non, cet enfant va vivre, je vais vous faire ramener en France. Donc j'ai été la cause pour mon grand frère et ma mère, j'ai été la cause de notre atterrissage en France. Donc je suis arrivé direct à l'hôpital Necker. Et c'est en France que j'ai eu ma première bouffée d'air. Donc c'est pour ça que j'ai appelé ce livre Un bout d'air. C'est parce que voilà, c'est... Oui, il y a le jeu de mots, c'est-à-dire que c'est Boudère, il y a oui, il y avait le jeu de mots, voilà. et puis il y avait aussi ça a tout son sens, parce que j'ai manqué d'air à ma naissance, et après, tous les obstacles que j'ai eus dans ma vie, que je raconte dans le livre, ce sont des obstacles qui m'ont coupé l'air. Et après, tu retrouves de l'air plus tard, mais c'est un peu les obstacles de la vie de tout le monde. D'ailleurs, tu ponctues souvent les fins de chapitre en référence à ça, à bout d'air, une nouvelle bouffée d'air. Oui, parce que ouais, c'est comme je disais, c'est quand tu arrives devant et que tu as un entretien d'embauche, t'es pas pris dans l'entretien d'embauche, ben, ton air est coupé à ce moment-là, tu respires pas, tu dis, alors c'est de la métaphore, hein, j'ai pas dit que t'es en apnée, mais tu dis, oh là là, c'est pas possible, ma vie, comment je vais faire? Et après, t'as une autre bouffée d'air qui arrive. Et tu penses qu'à chaque fois que t'as eu ces moments compliqués, quelque chose venait de cette naissance compliquée? Non, moi j'essaye, alors j'essaie de voir le côté positif tout le temps. Alors je me dis, j'ai cette phrase, je me dis toujours, c'est pas écrit.
Si là j'ai pas eu ce que je voulais, c'est que c'était pas écrit, et puis voilà, tout simplement. Alors bien sûr qu'il y a la foi qui amène aussi tout ça, mais je me dis, qu'est-ce qui peut m'arriver de pire? Moi, je suis en train de vivre ma deuxième vie, là. C'est-à-dire que moi, normalement, je devais mourir décembre 78. On est en 2021 et vous êtes en face de moi et vous me parlez. C'est-à-dire que si c'était pas écrit que j'allais mourir en décembre. Donc là, je suis en train de vivre ma deuxième vie. Donc, qu'est-ce qui peut m'arriver de plus à moi? Donc voilà, j'essaie de positiver tout le temps. Et c'est aussi une éducation que mon papa ou ma maman, mes parents m'ont éduqué comme ça, positiver, c'est pas grave. On dit voilà, si t'as raté la marche, continue à marcher, faut pas rester dans des échecs. Le Pitch Club. Hier, on a vu ton spectacle qui se trouve au Grand Point Virgule, un excellent spectacle. Merci. Je tiens à le dire sincèrement, je me suis marré du début à la fin. Les gens dans la salle étaient tous accros au spectacle. Regardaient tous Boudère et attendaient de se marrer. Ils commentaient ce qu'ils faisaient. On aurait dit un match de foot des fois. Il y avait des gens derrière moi qui commentaient le match. C'est vrai. Quand t'es sur scène à ce moment-là, dans ton bouquin, tu parles d'une anecdote avec un type qui t'a reçu pour un emploi et ça s'est pas super bien passé. Ouais, C'est un emploi mec qui de le raconte. banquier. Tu repenses toujours à cet événement-là, souvent? Si tu peux déjà reparler de l'anecdote. Oui, l'anecdote a été très simple. J'ai reçu, une fois j'étais chez moi, j'ai reçu un papier, une lettre qui disait, voilà, vous avez un entretien d'embauche pour une banque assez connue, on va pas la citer. Et c'était un entretien d'embauche. Donc, je me suis dit, oh là là, entretien d'embauche dans une banque, s'ils me prennent, ça y est, moi, je vais être banquier, je vais être dans le domaine comptabilité, parce que je suis comptable de Oui, t'as une formation de comptable. Je suis comptable de formation, donc je me suis dit, ça y est, enfin voilà, c'est bon, je travaille dans une banque. En plus, c'était dans le quartier de Bercy, un quartier un peu, tu vois, un peu assez sympa, quartier d'affaires, quoi, entre guillemets. Et mais j'avais pas de costard, j'avais pas de costume, donc j'étais un peu en galère. Donc je suis monté au 4e étage chez Mamadou Kébé, mon voisin avec qui j'ai grandi. Et je lui dis, écoute, voilà, eux, ils avaient un mariage la semaine d'avant. Je lui dis, écoute, si ton petit frère, il a toujours pas rendu son costume, est-ce que tu peux me le prêter? Lundi, j'ai un entretien d'embauche pour la banque. Donc son père a entendu ça, tonton Kébé, il a entendu ça, il a dit, Boudère, donnez-lui tout ce qu'il veut. Parce que lui, dans sa tête, il s'est dit, bon, s'il décroche l'emploi, demain, je pourrai avoir le crédit que je veux. Et donc, il me fallait aussi des chaussures, parce que j'avais que des baskets, moi, à l'époque. Donc, j'ai pris les chaussures à mocassins de ma voisine d'en face, Aurélia, qui est corse, qui était danseuse. C'est vrai, ça t'allait Ah non, tout ça, c'est vrai. Non, mais je veux dire, la pointure, c'est bon. Ouais, c'était du 37,5, c'était ma taille. Donc après, j'ai pris le métro, donc oui, j'ai fraudé, parce que j'avais pas de ticket. Et je suis arrivé. Sauf que quand je suis arrivé dans la salle d'entretien d'embauche, on était 6 dans la même salle, et ils avaient tous le même physique. Grand, un peu bien baraqué, physique, voilà, un peu blond, brun, pas d'origine apparente, pas d'origine apparente en tout cas. Et mais quand t'es dans des, tu sais, tu deviens un peu, tu te dis ouais, c'est pas grave, je pense que ils m'ont appelé parce qu'ils veulent de la fantaisie dans cette société, dans cette banque, ils veulent peut-être quelqu'un qui ressemble pas à tout le monde, c'est peut-être pour ça qu'ils m'ont appelé. À l'époque, il y avait pas le CV photo. Donc je rentre, c'est à mon tour, je rentre et puis le DRH qui me fait passer l'entretien me parle que de ma case loisir, parce que tu sais, dans les CV, tu mets case loisir. Oui. Et j'ai mis, en loisir, ce que je fais en extra hors compta. Moi, j'étais éducateur de rue. Donc, il m'a parlé que de ça. Que des émeutes, que des vendeurs de shit, que des brûleurs de voitures. T'avais quel âge à ce moment-là? Je crois que j'avais 19 ans, 18 ans. Donc, c'était en 97 par là? Ouais. D'accord. C'était avant mes premiers spectacles, qui étaient en 98, 99. D'accord. Donc là, j'étais, j'avais 19 ans. J'étais choqué, donc j'essayais rien de lui dire, écoutez, moi, c'est bien ce que vous me racontez, mais moi, je suis là pour la compta, quoi. Je veux être comptable et tout. Et là, il me dit, écoute, franchement, je vais te dire la vérité, je vais te faire gagner du temps. On va pas te prendre. Je pense parce qu'on a besoin de gens comme toi dans les quartiers pour que ça s'appelle. Et il me raconte, il m'a dit ça comme ça. À aucun moment il te parle du boulot. À aucun moment il te parle de dame. Il parle de ça. Il parle d'un petit qui lui avait volé son téléphone portable. T'as raconté sa vie. Ouais. Que s'il y avait plus d'éducateurs comme moi, il y aurait moins de gens qui voleraient des portables. Donc on a besoin de toi dans les rues. On n'a pas besoin de toi. C'était hallucinant. Mais c'était hallucinant. Alors moi je me suis levé à un moment donné. Ça m'a saoulé.
Je dis, écoutez, moi, laisse tomber, ça m'a choqué. Et je lui dis, est-ce que vous pouvez me rendre au moins mon CV et ma lettre de motivation? Il me dit, non, je vais le garder. Non, je dis, non, ça sert à rien parce que, bon, aujourd'hui, imprimer une feuille, c'est facile. À En l'époque, 97, ça coûtait 3-4 francs pour imprimer. Alors, je lui dis, écoute, rends-moi mon CV. Et moi, je vais faire ma vie. Mais c'est pas grave. Ça a été aujourd'hui, je le remercie. D'ailleurs, Ouais. dans les remerciements du livre, ouais, t'en parles. je remercie tous les gens qui m'ont pas aidé. Parce que grâce à eux, je suis ce que je suis. Tu l'imagines devant sa télé en train de te voir quand t'es chez Arthur et Bah voilà, c'est lui Et que qui tout le monde est, rigole et tout, et que voilà, là, lui, c'est il lui est encore qui dans la adore banque. et c'est lui qui est mal à l'aise. Pas moi, ça se trouve, il est venu me voir. Si ça se trouve, il est venu me voir sur scène. Si ça se trouve, il a été regarder mes films. il y a Mathieu Madénian qui va le rentrer dans, Que dans la j'adore, salle. Mathieu dans la salle, Madénian. la salle où on est. On est dans la salle du Panama Art Café. ça. Hein, pour préciser. Exactement. Pour préciser, dans le... Voilà. face à Beaucoup la scène. d'humoristes viennent jouer et il y en a un qui vient pour répéter. Ça va, Mathieu? Alors Mathieu Madénian, qui est un des fondateurs du Paname, Ouais. Oui. là où joue tout le monde. Oui, il a donc, des parts dans le Panama, je crois. Après, je vais manger. C'est pour dire que le mec que vous écoutez là, c'est le mec le plus marrant du monde. Voilà. Non, mais c'est la vérité. Après toi, C'est- Mathieu. non, mais c'est le problème, c'est que des humoristes, c'est que t'as beaucoup d'humoristes. Après moi, ouais. T'as beaucoup d'humoristes qui sont marrants sur scène et dans la vie, c'est des mecs qui se prennent la tête, qui sont. Mais ce mec-là, je te jure Ouais. que il est aussi marrant sur scène que dans la vie. Et c'est Non, pas un je crois métier qu'il qu'il est fait, dans- mais non, c'est la je crois que dans la vie, il vérité. est pire je vais te encore. rendre ton argent. Voilà. C'était pour savoir ça. Continue l'interview. Merci, Matt. Non, non, mais voilà quoi. Donc, je pense que c'est lui qui est à la mauvaise place. Moi, aujourd'hui, je me sens bien. Je suis Oui, dans le un banquier, métier là, où, hein. où Ouais. les gens m'aiment et où je kiffe. Et tant que si tu kiffes, tant mieux. Après, voilà, c'est des épreuves de la vie. Alors justement, tu parlais un peu de ton quartier, à Grand Jobel. Exactement. Donc à côté de République à Paris, pour préciser ceux qui connaissent pas. Pas très loin du Paname d'ailleurs, c'est à Oui. 5 minutes à pied. Et dans ton autobiographie, tu dis justement que la vanne était pour toi un moyen de t'affirmer dans le quartier, de t'imposer. Bah, dans les quartiers populaires, pour ceux qui connaissent pas ou qui n'ont pas grandi un peu dans les quartiers populaires, faut soit être fort à la bagarre pour s'imposer, ou soit être fort à la vanne. Moi, j'étais très très fort à la vanne. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est la vanne fait partie de notre vie, quoi. On se charrie, on se fait charrier. Alors, bien sûr, au départ, ça reste que entre nous parce que on se connaît, donc on charrie sur des anecdotes, on charrie sur des manières d'être, sur des fautes d'orthographe ou des fautes de français qu'on aurait pu faire. Et après voilà. Donc j'ai toujours été un peu le mec qu'on cherchait pas parce que j'avais la vanne facile, mais j'ai toujours été les mecs qu'on aime écouter parce que je fais gaulerie, je raconte des trucs, des fois j'invente des histoires. Et je suis un bon conteur, donc à Oui, partir oui, de là. les blagues, tu les racontes super bien. Ça vient de là, en fait. C'est. Bah, faut ça vient de raconter des histoires. Ouais, ça vient de cette joute verbale qu'on a depuis qu'on est petit. Donc moi, j'ai tout de suite compris que fallait que je m'impose, fallait que les gens m'aiment, fallait que j'aime les gens, donc ça, j'ai toujours été le copain qu'il fallait avoir pour passer une bonne soirée, pour bien rigoler jusqu'à aujourd'hui, tu vois. Et j'ai tout de suite et toujours accepté ce rôle-là. Hein. C'est un peu le centre de formation pour toi, là où, le quartier, c'est-à-dire le fait d'avoir en face de toi un public. Bah, c'est après il y a une grande différence entre la scène et le quartier, mais en tout cas c'est apprendre le répondant. Voilà, La répartie. le répondant, le tac au tac, parce que dans les spectacles au théâtre, vous avez bien vu hier par exemple, Il y a beaucoup de réparties. il faut de la répartie parce que c'est du spectacle vivant. Donc on n'est pas devant une salle de cinéma, le spectateur n'est pas devant un écran, il est devant une personne qui existe. Donc à partir du moment où c'est pas une pièce de théâtre où il y a un quatrième mur, où dès qu'on fait du stand-up ou du one man, forcément en plus on écrit pour avoir des réactions du public. Donc faut avoir ce genre de blague tiroir, ce genre de répartie pour ne pas blesser la personne, pour la faire rire déjà en premier lieu, faut la faire rire parce que faut savoir qu'un comique quand il fait pas rire, il est tout de suite agressif, c'est tout de suite agressif. Donc voilà. Alors justement, quand tu dis les vannes tiroirs, est-ce que tu peux un peu préciser pour ceux qui connaissent pas ce que c'est le concept de la vanne tiroir? Ouais, le vanne tiroir, c'est des improvisations qu'on a fait il y a longtemps et qui sont bonnes et qui, tu vois, on les garde dès qu'on voit qu'il y a un coup de mou. Par exemple, en ce moment, une des vannes tiroirs que je ressors souvent, que j'ai trouvé ici au Paname, c'est quand je joue et que je vois des gens, tout le monde est masqué,
tu vois, dans ma salle, que le public soit masqué, moi, je leur dis, j'ai l'impression que je vais passer au bloc dans pas longtemps. Et ça marche à chaque fois. Ouais, ça marche tout le temps. Donc, dès que tu as un coup de mou dans le spectacle, hop, tu la places, tu te dis, ok, ça remet un petit peu ça remet du peps, ou même quand tu oublies ton texte, tout simplement, tu peux aussi faire ça. Alors, tu parles dans ton livre aussi de la découverte du théâtre en 5e, parce que tu dis d'abord que la classe pour toi devient un théâtre quand tu es en 5e, et au BEP Compta, suite à une convocation par le prof et découverte du théâtre d'improvisation, là tu fais tes premiers cours d'impro. Alors est-ce que tu peux nous raconter comment c'est venu à toi dans ta vie ce Alors cours c'est venu d'impro? à moi, c'est pas venu à moi par choix, mais par dépit. En fait, moi, bon, comme j'expliquais, la salle de classe pour moi c'était l'Olympia, quoi. C'était tous les jours des blagues, des rigolades, tout ça. Et je me rappelle même qu'il y a des élèves qui voulaient rester dans notre classe, tout ça, parce que j'étais là, parce qu'on rigolait, on vannait, puis c'était toujours bon enfant et tout. Et des fois même les profs riaient. Ils étaient gênés de rire à la connerie que je viens de dire, à la connerie que je venais de dire, pardon. Et dans cette école-là, il y avait le vendredi à 16h, il y avait théâtre d'improvisation. Sauf que le problème, c'est que moi, je sortais à midi le vendredi. C'est-à-dire que j'avais plus cours midi après-midi, donc pour moi, le week-end commençait à midi et demi. Tu vois, donc quand t'es petit, Oui. ouais, donc voilà, il n'y a rien qui peut te ramener à l'école. Tu vois, Et moi, quand ils sont venus me voir, ils m'ont dit, écoute, Boudère, on fait du théâtre, viens, c'est le vendredi. Moi, j'aurais dit, je viens si c'est avant midi, comme ça, je gruge les cours. Ils m'ont dit, non, c'est à 16h, donc il fallait que je rentre chez moi et je reviens. Je dis, mais impossible, jamais de la vie. Et la prof d'histoire, qui était le prof d'improvisation, et la compagnie Déclic Théâtre, qui venait tous les vendredis, bah, devant eux, ils avaient des élèves qui leur disaient, voilà, il y a un mec qui s'appelle Boudère, il est hyper marrant. Je suis sûr que s'il vient, bah, pour le spectacle de fin d'année, on va être au top. Et donc, ils m'en ont parlé, moi j'ai dit non. Et elle a été en parler, la prof, elle a été en parler au directeur, au proviseur, M. Chéron de l'époque. M. Chéron, il a dit, vous inquiétez pas, je vais vous le ramener. De toute façon, je sais comment le faire pour vous le ramener. Je vais lui faire un ultimatum. Il va faire une bêtise dans 3-4 minutes, là, vous allez voir. Il y a un prof qui va arriver. Et ça n'a même pas duré 3 minutes. Et un prof, il est arrivé, il a dit, écoutez, j'en peux plus, Boudère, voilà ce qu'il vient de faire, voilà ce qu'il vient de faire. Il m'a convoqué. Il m'a dit, écoute, c'est simple. Soit je te vire 3 jours, soit tu vas au théâtre d'improvisation. Être viré 3 jours chez moi, c'est l'équivalent de la guerre civile en Syrie. Donc, j'ai dit, ah non, je vais aller au théâtre. Même si c'est à 7h du matin, j'y vais. Que le papa, parce tu que peux pas expliquer là. 3 jours, papa, ouais, parce alors, que papa était très à cheval sur les études. Il voulait vraiment qu'on aille loin dans les études. Et donc, je suis arrivé au théâtre d'improvisation. Et là, j'ai fait une vanne sur un jeu qu'on faisait. Tout le monde a ri. Et c'était pas le même rire que dans la classe. Et je sais pas, ça m'a pris, j'ai kiffé. Et après, on a fait le spectacle de fin d'année devant des gens qu'on connaissait pas. Il y avait à peu près 700 personnes, parce qu'il y avait d'autres écoles. C'était pas un concours de... T'avais quel âge à ce moment-là? Alors, je devais avoir 17 ans. T'avais appris le texte par cœur? Ouais. J'avais même changé le texte, des fois, devant Ouais. mes camarades. C'était quoi la pièce? Tu te souviens un peu La pièce, c'était un mariage forcé entre un père qui oblige son fils à se marier avec la fille du voisin, parce que la fille du voisin, c'était un assureur et qu'il avait de l'oseille. Tu vois, donc, tu vois ce que je veux dire? C'était assez rigolo en impro et tout. Et c'est quoi le rôle que t'avais dedans? moi, j'avais le rôle du père. J'avais le rôle du père. Celui qui organise Celui le qui truc, dit là, non, mais t'as un peu le méchant. Il dit ouais, mais papa, je l'aime pas. Il dit, tu crois que moi j'aime ta mère? Ouais. Enfin, tu vois, c'était à l'époque, c'était des vannes de l'époque. Hein. Et mais ça avait fait un carton et ça m'avait procuré une adrénaline que je connaissais pas. C'était un spectacle drôle au départ, ou alors tu l'as rendu drôle? Non, l'idée était drôle et puis après on a écrit autour de D'accord. ça et puis mais moi l'écriture je connaissais pas à l'époque. Tu vois, je parle de ça. Ouais, c'est ça, 90, 96. Donc tu vois, on n'était pas à 95, 96. Donc j'étais pas. Pour moi, c'était pas un métier. Hein. Attention, hein, moi je suis cette génération où le seul qu'on avait vu c'était Smaïn, les Inconnus. Mais moi je pensais pas que c'était payé quand ils faisaient des blagues. Je pensais qu'ils venaient gratuitement à la télé. On connaissait pas nous les droits d'auteur, tous ces trucs-là, la production. C'est plus tard, quand tu rentres dans ce truc-là, que tu t'aperçois que c'est un vrai métier. Et donc voilà, et ça m'a plu. Je me suis dit, tiens, bah, je vais... Il a eu comme une étincelle, là. C'était, Ouais, j'ai eu une petite révélation. Je me suis dit, putain, c'est sympa. Et j'ai pris conscience que c'était un métier quand on a vu Jamel Debbouze passer avec une Lamborghini. Je me suis dit, mais comment il a acheté ça, lui? Il me dit, bah, en faisant des vannes sur Canal. Et en faisant du spectacle. Et là, je me suis dit, bah, tiens, il y a une nouvelle... Parce que moi, à l'époque, j'avais le principe de se dire qu'en France, il faut avoir un trousseau de clés.
Peu importe la porte qui va ouvrir, faut foncer. Si c'est la comptabilité, je fonce en compta. Si c'est éducateur de rue, je fonce dans éducateur de rue. Et la porte qui s'est ouverte, ça a été celle du théâtre. Donc je me suis mis à écrire, à trouver des situations drôles. Et puis voilà, je me suis lancé la corps et âme. Et je veux savoir en quoi la pratique de l'impro, tu penses, est nécessaire pour s'accomplir en tant que comédien. Est-ce que c'est indispensable de passer par des cours d'impro, que ce soit pour faire du stand-up, du théâtre Alors, est-ce que c'est indispensable? Je sais pas, mais l'improvisation, ça t'enlève déjà la timidité quand on n'a jamais fait de spectacle. Et quand tu maîtrises l'improvisation, tu peux maîtriser tout ce qui se passe dans une salle. Donc c'est très important. Si un téléphone sonne, on peut pas faire abstraction. Moi j'ai eu des bébés qui pleuraient pendant le spectacle. On dit mais il a quel âge le bébé? Il a 3 mois. Vous savez qu'avec les décibels, on n'a pas la nounou elle coûte cher. Comment ça se passe? Il faut trouver la vanne pour expliquer que le théâtre c'est pas un lieu pour les bébés de 3 mois, mais sans froisser le papa et la maman. C'est ça. Donc vanner sans froisser. Ouais, vanner sans froisser, vanner en se disant voilà je te vanne, mais il faut que tu rigoles sur ce que je dis. Ouais, faut que tout le monde rigole en fait. Ouais, il faut que tout le monde rigole. Avec un petit fond de vérité, mais sans être méchant. Faut pas être vexant. Faut pas être vexant. La Quand t'as méchanceté. vexé, c'est que t'as raté. Ah non, si t'as vexé, t'as raté. Mais quand est-ce que tu vexes? C'est que si je te dis un truc et que ça te fait pas rire. Ouais. Si tu rigoles pas, t'es vexé. Et si t'es vexé, j'ai joué je suis plus humoriste là. J'ai joué. Et cette distinction entre les deux là, t'as mis combien de temps avant de la trouver? Oh, ça fait 20 ans que je suis sur scène, donc tous les jours j'apprends, tous les jours chaque fois que je monte sur scène, c'est un nouveau spectacle. Ce n'est jamais le même spectacle. La base est la même, l'écriture est la même, mais il se passe jamais la même chose tous les soirs. Le Pitch Club. Tu fondes une troupe de théâtre qui s'appelle les 100 Amis. Ouais. Ça se passe plutôt bien, mais malheureusement le succès au niveau financier n'est pas, il y a pas de résultats financiers. Du coup, t'es un peu lâché par tes acolytes. Et ça se passe comment après? Tu fais ton premier spectacle? Non, mais lâché à juste titre. Savoir qu'on a 19-20 ans à ce moment-là, on est encore chez nos parents. Il y a un loyer qui tourne. Faut aider le papa, faut aider la maman, faut aider tout ça. Donc au début, on faisait de la prod de nos propres petites mains, tu vois. Alors, c'était qui en fait? Alors ces deux frères, les frères Temar, Majid et Tariq, qui eux étaient des fans incontestés d'Eric et Ramsey à l'époque, qui avaient le même humour un peu. Et on avait une troupe qui s'appelait les 100 Amis, justement, parce qu'on n'avait pas d'amis dans le métier à l'époque. Comment vous vous êtes rencontrés? Moi, c'est des gars de mon quartier. D'accord. Donc c'est des mecs. Je me suis retrouvé avec Majid à l'école. Il a fait du théâtre d'improvisation avec moi. Et il m'a dit tiens, viens, on fait. Donc on a fait une tournée dans les facs. On jouait à Nanterre. On jouait dans les petits festivals d'humour. On faisait des petites scènes de théâtre, des scènes ouvertes. Il n'y en avait pas 100 000 à l'époque. Aujourd'hui, il y en a beaucoup. Il y a le Paname, il y a plein d'autres. Mais à l'époque où moi je débutais, il y avait pas. Il y avait le Carré Blanc, le Bec Fin, le Trévise, le Petit Point Virgule. Mais c'était... pour y aller... c'était la fin des années 90? Ouais, c'était réservé à des élites, tu vois. C'était pas... On faisait pas partie des... Enfin, on donnait pas la chance aux nouveaux, quoi. Il n'y avait pas comme aujourd'hui des ponts? Non, il n'y avait pas. Aujourd'hui, c'est ce que je dis à mes copains qui débutent ou qui sont depuis 3-4 ans dans l'humour. Je crois que vous vous rendez pas compte la chance de jouer au Paname. Vous jouez gratuitement dans un lieu dans lequel vous jouez gratuitement, c'est-à-dire vous ne louez pas la salle. Oui, c'est-à-dire qu'il faut. Voilà. Nous, mon premier spectacle avec les 100 Amis, fallait la location de la salle, la location du régisseur. Et le tout, il faut le payer avec les entrées. Et j'étais inconnu au bataillon. Et c'était en francs à l'époque. Donc quand on a fait le premier spectacle, au lieu d'être à plus, je sais pas, on a été à moins. C'est-à-dire qu'il a fallu sortir de notre poche de l'argent pour payer la salle et le régisseur. Donc on avait payé à côté, tout le monde bossait à côté. Voilà, et on a joué pendant 1 mois au Théâtre Clavel. D'ailleurs, je remercie le Théâtre Clavel qui était assez... Qui se situe dans le 19e arrondissement ici. D'accord. Le Théâtre Clavel a été très compréhensif. Et puis ils m'ont donné des délais pour payer parce qu'on n'était pas complet. Donc forcément, et puis les invitations, t'invites un pote, mais quand tu dis comment je vais payer ma salle. Donc eux, ils ont arrêté. Moi, je me suis dit non, je suis sûr qu'il y a un truc à faire dans ce milieu. Et j'ai continué tout seul. On est toujours potes, on se voit, ils viennent, et puis voilà, quoi. Parce qu'en fait, dans ton bouquin, tu parles de ton spectacle que tu as fait dans le quartier, où il y a beaucoup de monde qui sont venus. C'était juste après ça? C'était après ça. Justement après ça, je me suis redirigé vers une écriture de one man. J'ai d'abord écrit un spectacle français-arabe. Mais ça, c'était dans le cadre de l'association
qui est ici en France, une association marocaine. Donc j'ai fait tout un spectacle franco-marocain avec des sketchs et tout. Et je me suis dit, bah en fait, tout seul, je peux m'en sortir. Parce qu'avant j'étais en trio, donc forcément c'est pas pareil. Et je suis reparti sur une deuxième écriture d'un nouveau spectacle. Je me suis dit, je vais me présenter aux gens. Et donc, dans le quartier où j'ai grandi, à l'espace GMAP, qui est une petite salle de théâtre, c'est là où Félag construit ses spectacles. Et moi, comme j'étais animateur dans le quartier, Sylvie Manoukian, qui était la directrice, m'a dit, tiens, moi je te laisse la salle. Je lui ai dit, je vais te la payer en heures sup. Donc je ferai des heures sup auprès des jeunes, mais juste laisse-moi la salle. Elle m'a dit ok. Alors, c'est un bâtiment qui est au bord du canal Saint-Martin. Canal C'est Saint-Martin, un gros bâtiment rouge. Dans le 10e arrondissement à Paris. Ouais, Et quand tu passes devant, il y a toujours des mômes, des gamins qui ouais bien sûr. vont faire du sport, qui vont. Il y a faire du des sport et en animations. bas, il y a une salle de théâtre où on peut s'exprimer au niveau culturel, au Alors, niveau justement, théâtral. Quand tu parles de Sylvie, tu dis un rayon de soleil dans ta... Oui, parce que mon ciel était nuageux. Et elle est arrivée. Et, on a tous quelqu'un qui, à un moment donné, croit en nous. Une bonne étoile, c'est écrit. Et ma rencontre avec elle, elle était extraordinaire parce que c'est une fille c'est une dame déjà, parce qu'elle s'occupait de tout ce qui se passait dans le quartier. Elle avait un club, ça s'appelait le club recherche et loisirs. C'était un centre de loisirs pour enfants. Et c'est elle qui m'a donné mon premier taf, mon premier stage de comptabilité. Je l'ai fait chez elle. Parce que ça aussi, c'était compliqué de trouver un stage de compta. Et mon premier travail, ça a été là-bas, en tant qu'éducateur, entraîneur de foot auprès des petits. Donc voilà. Et après, quand je lui ai demandé la salle, elle m'a dit OK. J'ai pris cette salle pour faire un showcase. Et donc, Alors, un showcase, on va préciser ce que c'est. oui, alors un showcase, c'est une soirée, c'est un one shot, c'est une première soirée où on présente son texte à des gens, des professionnels du Voilà, il y a milieu, beaucoup de gens du des métier dans la amis, salle. des copains, voilà. Et donc voilà, et j'avais rencontré à cette époque-là Rachid Oudani, qui était un mec qui connaissait Smaïn, qui connaissait Jamel, qui connaissait Mousse Diouf. Et il a invité Mousse Diouf. Et Mousse est arrivé, il a vu le spectacle. Il est venu me voir après dans la loge, on a discuté. Mousse Diouf, faut savoir que c'est Oui, Père mais son Diouf, âme, on va le présenter quand même. Parce qu'il y a- c'était surtout parce la qu'il y a- star, ouais. la star de l'époque, jusqu'à jouait dans aujourd'hui. Julie Lescaut, Dans il y avait Julie un Lescaut, rôle c'était important. le premier Français d'origine africaine dans une série télé sur TF1. Il était hyper connu et puis c'est un mec qui faisait de la scène aussi. Et quand il m'a vu sur scène, il a eu un coup de foudre. Il est venu me voir, il m'a dit écoute, il a eu un, comment on appelle ça, un discours qui m'a beaucoup séduit. C'est-à-dire qu'il arrivait en me disant écoute Boudère, moi je suis un producteur, je suis pas un grand producteur, j'ai pas beaucoup d'argent, je vais tout miser sur toi. Si ça marche, on rigole. Si ça marche pas, on rigole encore plus. Avec sa grosse voix. Avec tu vois, sa parce grosse qu'il est voix, quelqu'un son d'assez impressionnant, sourire, comment on le voit. son charisme. Ouais. Il est pas venu, il m'a pas vendu du rêve. Je pense que s'il était venu en me disant ouais t'inquiète pas, moi dans 2 ans, ce sera à l'Olympia, t'auras des meufs, tu seras en Ferrari, je l'aurais pas suivi parce que quand tu viens d'un quartier populaire, d'une famille ouvrière, il y a rien qui te fait rêver. À un moment donné, t'es pas dans des rêves, t'es dans le concret, t'es pas dans l'abstrait. Alors tu me parles de trucs dans 2 ans, moi je sais pas où je serai dans 2 ans. Donc lui il a été il m'a dit il y a beaucoup de travail à faire, mais la base elle est bonne. Donc j'ai travaillé mon spectacle, on a retravaillé. Il m'a donné ses premières parties au grand gymnase. Et après il m'a dit qu'est-ce qu'on fait? Je dis viens on prend le gymnase. Viens on prend le gymnase. Moi juste mets-moi des gens dans la salle. T'inquiète pas le reste je sais faire. Et voilà. Et mes premières scènes ça a été devant 800 personnes au grand gymnase. J'ai joué pendant 2 mois au grand gymnase. Après on est parti Après voilà, Ruquier est arrivé. Là, t'avais 23 ans à peu près. Ouais, exactement. D'accord. C'est pour ça que tu parles de lui comme pilier, en fait, dans ton site, Bah, dans ton livre. c'est celui qui a appuyé sur le bouton. Enfin, je veux dire, c'est celui qui a mis de l'essence dans la voiture, quoi, pour qu'elle démarre. Ah, il t'a fait accélérer ta carrière. Bah, il m'a fait connaître. Alors, c'est pas comme aujourd'hui. À l'époque, tu avais le temps de façonner. Tu vois, tu pouvais faire ce qu'on appelle en production du développement d'artiste. C'est-à-dire que tu pouvais investir sur une personne et que dans 2-3 ans après, le retour d'investissement est là. Aujourd'hui, tu peux pas parce que ça coûte énormément. Puis tu peux devenir connu sur YouTube, justement. T'as Oui. pas besoin de trucs. Nous, à l'époque, non, fallait passer sur France Télévisions ou TF1. Parce que c'était Antenne 2 à l'époque. Ouais. Et donc voilà, tu vois, il y avait pas. Fallait être vraiment soutenu par les gens de la profession. Ouais, c'est-à-dire que les réseaux à l'époque c'était très 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 limité. T'avais la radio, Ouais, la télé Exactement. Non, mais il fallait Et, être soutenu par la ouais. profession, tout simplement. et les journaux. Ouais, et les journaux. Mais aujourd'hui, je prends le cas d'un mec que j'aime beaucoup, qui s'appelle Norman. Norman est devenu connu de sa chambre. C'est fou, c'est extraordinaire. Il remplit des zéniths, le mec.
Il n'a pas eu besoin de l'appui de la télé. Il a eu besoin que sa caméra, elle marche bien et qu'il fournisse du contenu et puis voilà. Et aujourd'hui, il fait partie des grands humoristes en France, tu vois. Il fait partie de ça. Il remplit des salles. On peut pas dire. Ouais, en fait, il voilà, correspond quoi. à quelque chose de nouveau. C'est cette génération voilà. qui est super. Et moi, je trouve ça super. Ou comme Inès Rey qui a fait un sketch sur Comme Insta. Inès Rey qui a fait un sketch sur Insta, qui a fait beaucoup de sketchs sur Insta. Oui. Mais Inès montait déjà sur scène un peu avant. C'est ça, elle a fait le Marrakech du rire. Alors que Norman ne montait pas sur scène, il faisait que des vidéos. Sa rencontre avec Kader Aoun, elle est Il extraordinaire. a mis 6 mois pour Tu remplir vois la cigale. Il a bossé comme un fou. Non, mais pour te dire que, pourquoi je le prends en exemple, c'est parce qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin d'avoir de support télé. T'es pas obligé d'avoir des gens. Nous, à l'époque, c'était obligé. Si tu passes pas dans les coups d'humour, si tu passes pas chez Ruquier, si tu passes pas chez Ardisson, si tu passes pas chez Sébastien, bah, tu rempliras compliqué. jamais ta salle. Tu vois? Et donc, tu évolues dans ce milieu, tu avances. Malheureusement, il arrive un événement grave à Mousse. Ouais. Tu étais là à ce moment-là. Ouais. Tu veux en parler? C'est toujours dur C'est d'en dur. parler, mais bien sûr, parce que c'est quelqu'un. Je le dis souvent comme ça, il m'a vu naître, moi je l'ai vu mourir. Moi, Ouais. il est toujours là, il est dans mon cœur. J'espère qu'il est fier de moi parce que il a tout mis en place, il a tout fait pour que j'accède à l'élite de ce métier-là. Et donc voilà, et je lui dois beaucoup de choses. Parce que Tous les conseils qu'il a donnés, tu continues à ouais, les les appliquer. conseils, j'étais son petit frère, j'étais son fils, Ouais. à l'époque il avait que 2 filles et peut-être que j'étais le fils qui rêvait d'avoir, mais on a cette complicité fraternelle. C'est pour moi, je l'appelais lui il m'appelait Derbouka et moi je l'appelais Ça devait être super les vannes entre vous. là. ouais, on Parce que lui rigolait. aussi, il valait grave. Je l'appelais Semou. Ouais. Et Semou, grand frère, grand de la cité, grand du quartier. Et c'est un mec j'ai pris beaucoup de trucs de lui, tu vois. Lui, ça le dérangeait pas de prendre sa moto et d'aller à Aulnay-sous-Bois dans la cité, tranquille, se poser, boire un verre avec les mecs. Et on avait ça en commun, tu vois. Lui vient de Bobigny, tu vois. Moi, je viens de la Grange Jaubel. Et je traînais beaucoup dans les banlieues à l'époque quand j'étais petit. Et donc voilà, et c'est vraiment ça a été le mec qui a allumé la mèche. Ce côté très proche des gens, du public, Mm. vous l'aviez en commun. C'est-à-dire que lui, C'est ça, ouais. on se collait à lui, quoi. Ouais. C'était Mousse Diouf, voilà. Tu deviens pote tout de suite. Moi, j'ai vu des Et gens marcher. Je vois que c'est pareil avec J'ai toi. vu avec les gens. c'est vrai qu'on a ce point commun là. Comme parce que un aimant. bah on a ce truc on triche pas, ça se voit, je pense. Ça se voit quand on triche pas. Qu'on est. Moi, je te jure, jusqu'à aujourd'hui, ça fait 20 ans que je fais ça. Je marche dans la rue, il y a des gens qui me disent t'as pas de garde du corps. Je dis pourquoi le garde du corps? Pourquoi tu veux que j'ai un garde du corps? Toi, tu descends les Champs-Élysées. Pourquoi tu veux m'attaquer? Je comprends pas, moi. Je suis gentil. Tu mets 3 heures pour les descendre, les Champs-Élysées, toi. Ouais, après. Mais ça fait partie ça fait partie du truc. Et puis, je le dis souvent, c'est bien d'être aimé. Je te jure, c'est super. Si je marchais dans la rue ou qu'on m'insultait toutes les 10 secondes, ça serait chiant. T'imagines, là, c'est Ouais. pas le cas. Là, les gens s'arrêtent, ils descendent de leur voiture. Boudère, on peut faire une photo, on t'aime. Mais c'est exceptionnel. Comment moi, je vais pas accepter ce truc-là? Moi, je vais pas. Moi qui cherchais ça quand j'étais petit, génial, ouais. j'ai pas manqué d'amour dans ma famille. Hein. On s'aime beaucoup. Mais quand t'es dehors, que t'as. Pour toi, t'es normal, mais que les gens te voient avec un physique atypique, tu te dis, mais pourquoi il m'aime pas, lui, il me connaît même pas. Il me déteste. Parce que je m'appelle Boudère, parce que j'ai cette tête, parce que je suis d'origine marocaine, parce que je grandis dans une cité. Tu m'aimes pas. Mais je te connais même pas. Alors que, grâce à ce métier, aujourd'hui, les gens m'aiment. Et moi, je trouve ça super. Ça me dérange pas, ça m'a jamais dérangé. Ça t'a aidé parfois De quoi? justement cette popularité, je sais pas, dans des situations particulières où Moi, comme je te dis, j'ai rarement de situations particulières. Quel genre de je sais situation? pas, par exemple, t'es à l'aéroport sur classement. Non, ça, moi, je profite pas de ça. Moi, ma notoriété sert vraiment. J'y ai trouvé ma place. Enfin, ça, c'est ma compréhension de la notoriété. Elle sert pour être dans l'aide. C'est-à-dire que je vais beaucoup dans les hôpitaux, je vais beaucoup voir les enfants malades, les parents qui ont des enfants malades. Ça sert qu'à ça.
Ça sert pas à autre chose. Je profite pas de ma notoriété pour être avec des meufs. Je profite pas de ma notoriété pour manger gratuitement dans un restaurant. Non, j'ai pas dit ça, mais que Non, des fois, ça peut vendre un c'est bien contrôle de d'expliquer aux police. gens qui écoutent. Ah ouais, les contrôles de police, ça peut arriver. Si j'ai brûlé un feu, s'il est gentil, qui me reconnaît, Une bonne et que blague, ça ça m'aide. passe, tranquille. Une bonne blague, ça peut passer. Mais, Ouais, c'est un mais peu c'est pas tout le temps. la différence entre la célébrité et la notoriété. C'est que la célébrité, je crois qu'on avait dit, c'est tiens, ah oui, il est pas là. Tu vois, la notoriété, c'est qu'on remarque qu'il est là. Tiens, il y a Boudère qui est là, c'est un peu ça. Alors, justement. On va parler d'Edouard Baird. Qui a donné une autre bouffée d'oxygène à ta Ouais, carrière. dans ton et que bouquin, tu t'en parles dans beaucoup. le livre. Ouais. Comment ça s'est passé la rencontre avec Edouard Baird? Bah, Édouard Baird, c'était un 31 décembre. C'était juste avant le jour de l'an. Laila Bekti m'a appelé, m'a dit écoute, t'es où? J'ai dit bah, je suis en Hollande, je suis avec ma famille et tout. Elle m'a dit écoute, je vais te passer un mec qui s'appelle Édouard Baird, je sais pas si tu connais. Je dis oui, je connais très bien. Il me dit voilà, j'ai parlé de toi à Édouard et tout. Donc Édouard prend le téléphone, ouais, Boudère, ça va. Comment ça s'est passé au téléphone avec lui? C'est très bizarre. Déjà, je pensais que c'était un canular, parce que c'était un 31 décembre, parce que là, il a me fait une blague. Il me dit, non, écoute, voilà, je joue une pièce de théâtre qui s'appelle À la Française. J'ai Atmen Khelif dans la pièce, mais voilà, il sera pas là pendant un bon moment, et je cherche pas un remplaçant, mais une alternance. Donc, je t'envoie le texte pour voir si ça te plaît, c'est du théâtre. Je dis, oui, ça me plaît. Il dit, non, mais attends, t'as pas lu le texte encore. Je dis, non, mais je sais que ça va me plaire, parce que si c'est Laïla qui vous dit, c'est qu'à mon avis, elle me dit, ouais, elle m'a beaucoup recommandé, et tout, voilà. Donc, j'arrive, je lis le texte, je dis, voilà, on va faire une répète, et puis on verra, tu vois. Et il me dit, on lira le texte ensemble. Sauf que moi, la veille, j'ai eu Laïla, tu vois, je parlais avec elle, elle m'a dit, ne me fous pas la honte, parce que je te jure, j'étais surclassé, je lui ai dit, t'es un comédien, nanana. Vas-y, donne-toi à fond, parce que ça va t'ouvrir vers des vrais trucs. Quand je suis arrivé à la lecture, je connaissais mon texte par cœur. Et Edouard était choqué. Il m'a dit, mais comment tu le connais par cœur? Je dis, bah, j'ai appris. Faudra bien que je l'apprenne un jour. Je l'apprends maintenant. Et donc, je l'ai joué avec lui. Il m'a dit, bah, écoute, si t'es chaud, tu joues jeudi. Je dis, bah, je suis très chaud, moi. On joue jeudi au théâtre Marigny, sur les Champs-Élysées. Le grand théâtre. Le spectacle est à 21h. J'arrive à 13h30 au théâtre. Et tu fais quoi jusqu'à 21h? Rien. Je suis dans la loge. T'attends. Je marche. T'attends. Putain, je suis au théâtre Marigny, mon frère. Tu voulais kiffer. Sur les Champs-Élysées. Ouais. Je suis venu à pied de chez moi, j'ai mis 20 jours. J'étais tellement content. Alors, à l'époque, celui qui s'occupait du Marigny, c'était Pierre Lescure. Donc, Lescure me voit, on rigole. Je dis, écoutez, je suis là pendant 15 jours, je remplace Atmen Khelif. Et il me dit, non, tu ne remplaces pas, tu es en alternance. Tu es toi et Atmen, c'est Atmen. Ça, c'est Pierre Lescure. Ah, qui me dit Ouais. ça. Ouais, ça te met en Pierre confiance. Lescure, que je connaissais déjà, parce qu'il Ouais. avait vu mon premier spectacle. Et, Ah, il était venu te voir. il d'accord. était venu me voir pour l'émission Ça balance à Paris, qui D'accord. était présentée par Laurent Il Ruquier, était chroniqueur. dont le principe était très simple. Les chroniqueurs viennent voir le spectacle et tu sais pas s'ils ont aimé ou pas. Alors ils déchirent ton spectacle, ils parlent de ton spectacle et eux ils savent pas si t'es dans l'émission Oui, ou pas. c'est ça. Donc c'était un principe assez rigolo et puis c'est qui tout double. Quoi. Et donc voilà, et avec Pierre on a beaucoup discuté et j'arrive et c'était ma première, il y avait Laïla dans la salle, il y avait qui venait voir et tout. C'était une Standing Ovation à la fin, c'était super. C'était super, t'as kiffé. Ah j'ai kiffé puis j'ai découvert le monde du théâtre. La troupe, comment ils t'ont. La troupe, T'as accueilli, ils m'ont c'était dit, bien. mais écoute-moi bien, on n'a jamais vu un mec qui a pas de trac comme ça. Ils ont T'es halluciné. arrivé, tu connais le texte, t'as pas de trac, t'es là, tu joues du luth dans ta loge, tu rigoles, t'as rempli ma loge, j'avais acheté plein de trucs, tu vois, pour mes copains. J'avais venu boire un verre dans ma loge, tu vois, j'étais dans un délire, moi. Mais j'étais hyper heureux. J'étais tellement content parce qu'en plus, je faisais pas grand-chose à ce moment-là. Je me suis dit, voilà, merci mon Dieu, c'est un signe. Et j'ai découvert le théâtre. Alors, le théâtre d'Edouard Baird, qui est spécial, mais j'ai découvert le théâtre quand même. Ouais, c'est un théâtre un peu de l'absurde. Oui, Bien. c'est il n'y a pas de, comment on appelle ça, il n'y a pas de, Il il y a pas pas de code. Il y a Est-ce qu'il y a aucun- un scénario? C'est-à-dire qu'il y a un début, il y a un. Si, un Oui, scénario. c'est écrit. Ça Après, avance. Édouard, lui, il a son côté improvisation. D'ailleurs, on s'est beaucoup marré tous les deux parce qu'on C'est comment travailler avec Vous Edouard êtes deux Baird, machines à justement. improviser. tous les deux, deux hein. machines à C'est improvisation. pareil. Alors, on essaye voilà, de pas se piétiner, de pas mettre en galère les autres parce que on était 10 sur scène. Il y avait Léa Drucker, il y avait Laïla Bekti, il y avait Lionel Abelanski, il y avait. C'était en quelle année, tu t'en souviens?
crois que c'était 2008, 2009, je crois. C'était un truc comme après. ça. C'était avant la Grande Évasion. D'accord. Et Neuilly-sa-Mère, c'était un petit peu C'était après. avant Neuilly-sa-Mère. C'était juste avant Neuilly-sa-Mère. Non, D'accord. Neuilly-sa-Mère, il y a eu à la française après. D'accord. D'ailleurs, tu as eu aussi un petit rôle après dans le Ouvert la nuit aussi. Oui, parce que bon, Edouard, il a ce Édouard truc Baird. de faire retravailler les potes avec qui il bosse, tu vois. Et il m'a appelé sur son film à lui, et je suis dit, oh, il coupe pas de plaisir. Pas de... Ouais, parce que je voulais aussi aborder Pas de problème. le cinéma, parce que là, on a l'impression que c'est un autre rebond dans ta carrière, une autre bouffée d'air, vers des choses de haut niveau. Donc, Théâtre Marigny, film avec Jamel Ben Salah, Neuilly-sa-Mère, donc ça veut dire grosse prod. Donc là, tu découvres le monde des grandes productions, là, à ce moment-là, je crois, si je me trompe pas. Je découvre et j'apprends. Je D'accord. découvre et j'apprends le milieu du cinéma. Je vois un peu Ouais. comment ça se passe, comment ça marche. En se disant qu'un jour, j'écrirai mon film, je réaliserai mon film. C'est des codes différents. C'est des codes différents, ça n'a rien à voir. C'est beaucoup de chiffres, c'est beaucoup de chiffres, c'est beaucoup de mises. C'est-à-dire que tu mises, tu sais pas si ça va marcher ou pas. C'est aussi artistiquement, c'est un truc qui ne t'appartient plus dès lors que c'est en boîte. Ça appartient au public. C'est pas comme au théâtre. Au théâtre, t'arrives, la vanne, si elle n'est pas marrante jeudi, tu la refais pas vendredi. Tu en fais une autre. Là, une fois que c'est T'as une fois que c'est filmé, filmé, t'attends, quoi. c'est monté, masterisé, tout ça, tu peux plus reculer en arrière. Donc voilà, c'est un nouveau monde, et c'est le monde que je cherchais en fait. Moi, j'ai toujours voulu faire du cinéma. Moi, quand je faisais du théâtre d'improvisation, c'est ce que j'aimais. C'est incarner des rôles que j'aurais jamais été dans la vie. Avocat, truand, juge, docteur. Et je me suis dit, c'est ça qui m'intéresse. De jouer vraiment des rôles. D'ailleurs, c'est pour ça que dans mon spectacle, Boudère is Back, je me contente pas de mettre une chaise et une bouteille d'eau. Ouais, tu recrées ta chambre. Mes copains le font, c'est très bien. Mais c'était important de mélanger un peu le théâtre et le stand-up. Le travail au cinéma, comment tu l'as abordé? J'étais fier, j'étais super content, moi. Cinéma, j'arrivais, je rigolais avec tout le monde. Quand t'arrivais en plateau, t'avais quand répété j'arrive- avant? Comment ça se passait? Non, j'arrive. Alors moi, j'ai cette facilité d'apprendre le texte. J'apprends. D'accord. Ça, j'ai toujours su mes poésies par T'as une cœur. très quand bonne j'étais mémoire, petit. donc tu peux retenir. Ça, qui est sélective, hein, parce que des fois, Ouais. quand je veux pas apprendre, j'apprends pas. Mais voilà, mais au cinéma, cet exercice m'allait très bien parce que t'arrives. Par contre, voilà, tu te dis, c'est long. Le changement de lumière est long. Beaucoup d'attentes. C'est-à-dire, quand tout est pour tout, tu travailles 3 heures dans la journée, 4 heures. Quand tu fais ce qu'on appelle la comédie, que tu joues vraiment le truc. Mais je regardais ça d'un œil de... Voilà, j'apprenais beaucoup. Alors bien sûr, le premier et le seul au départ qui m'a beaucoup aidé dans le cinéma, c'est Jamel Ben Salah, qui était justement venu le jour du showcase où il y avait Mousse Diouf. Il était dans la salle. Il était dans la salle et de là, il y a une grande fraternité aussi avec Jamel. Et Jamel m'a mis le pied à l'étrier au cinéma. Tu vois, a eu confiance en moi. Il m'a donné mon premier rôle. C'est lui qui m'a donné mon premier rôle dans Beurre sur la ville, aux côtés de Josiane Balasco, Junio. Gérard Jugnot. C'était une grosse pression à ce moment-là. Roland non? Giraud. Bah, moi, je suis arrivé, je me suis dit, écoute, j'espère que c'est pas des comédiens relous, parce que des fois, t'as des comédiens d'ancienne génération qui se mettent toujours, ils essayent de se placer au-dessus de toi, alors que toi, t'arrives. Et je me suis dit, je vais venir avec mon boudet à moi, voilà. Je vais être moi-même, on verra. Mais j'ai beaucoup appris, moi, avec Gérard, avec Josiane, avec Roland Giraud. Ouais, comment Ouais, ils t'ont la troupe accepté des c'est-à-dire, bronzés. cette vieille école? Mais eux, ils me voyaient comme une star. J'étais comme un fou, moi, quand ils me parlaient. C'était très hyper gentil avec moi. Il y avait C'était dans la Vandame, transmission. Jean-Claude qui était là aussi. C'est dans la transmission en fait. Ouais, ils étaient dans... Mais eux, c'est des artistes. Et je rêve de devenir comme eux. Je veux devenir comme eux. Je les ai beaucoup pris en exemple. C'est des artistes qui sont avares de connaissances, de choses. Ils aiment rencontrer les nouvelles personnes, les nouveaux artistes, la nouvelle génération. Tu vois, donc ils te mettent à l'aise. Et même, ils repèrent un peu, c'est-à-dire qu'ils reconnaissent Bah. quelqu'un qui est comme eux, quoi. Alors ouais, et puis avec Gérard, putain, mais qu'est-ce qu'on s'est marré, avec Josiane pareil, avec Gérard, avec Roland Giraud, qu'est-ce qu'on a rigolé, même avec, il est décédé aujourd'hui, mais Yves Régnier, Ouais. qui était dans le film, avec Ouais, Jean-Claude Van Damme. On a passé, on est ensemble, on Ça était morts devait de être rire. marrant avec Vandame. Ouais, avec Sandrine Kiberlin, on est très très proches et très très Ouais. potes. Donc voilà, il y avait Popek, il y avait, enfin voilà, moi j'étais
j'étais dans un petit paradis artistique. Et c'est 10 ans après cette entrevue avec le gars dans la banque, quand même. Oui, C'est-à-dire, c'est bien là, longtemps tu vois quand même. Ouais, là, je remercie tous les bord de jours ce route, banquier. Je me dis, grâce à Ouais. toi, je suis pas là-bas. T'imagines, je serais pas devant vous aujourd'hui. Je serais fait virer, sûr et certain, du bureau. mais voilà, quoi. Et justement, par rapport au cinéma, c'était un projet perso Ouais. que tu aimerais mettre en place. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ce projet? Bah, c'est un film qui devait se tourner là au mois d'août, mais qu'on a juste décalé. Un film qui s'appelle Le Grand Cirque. C'est l'histoire de Bobo, un mec qui est comique, mais qui a cette particularité de faire rire personne. Il n'est pas drôle du tout. Donc, il fait des scènes ouvertes, il est au Paname, il va un peu partout, mais il ne fait rire personne. Et un jour, il va rendre visite à son pote qui est à l'hôpital. Et en partant de l'hôpital, il se trompe d'ascenseur. Il prend l'ascenseur du personnel. Et il atterrit malgré lui au service pédiatrique hématologie. Un service où il y a des enfants qui sont cancéreux, qui ont la leucémie, tout ça. Et il entend des rires d'enfants. Il est intrigué, il s'approche de ces rires-là, et il voit un clown faire rire des enfants. Et là, une révélation. Il se dit, c'est ce que j'ai envie de faire. Donc bien sûr, au départ, il est approché par le président des associations des clowns de France, qui on espère, et jusqu'ici normalement ça va être bon, qui sera Pierre Richard. Et Pierre Richard lui dit, Pierre lui dit, si ça te plaît, essaye. Tiens, j'appelle le clown, je te fais rentrer, et puis essaye. Donc quand il rentre, lui, il tombe, les enfants rient, et c'est la première fois de sa vie qu'il entend des rires. Et il est choqué par cette adrénaline de rire qu'il reçoit. Et il se dit, je crois que ma vie à moi, elle n'est pas au Paname, elle n'est pas dans les scènes ouvertes, elle est ici à l'hôpital pour faire rire les enfants malades. Donc après, il devient le clown de l'hôpital, et il a cette idée un peu saugrenue de faire un grand cirque pour la fête de fin d'année, pour le spectacle de fin d'année. Il décide de repeindre la chambre en chapiteaux et de donner à chaque enfant de l'hôpital un rôle dans le cirque. Donc l'idée de ce film, Ouais, comment tu as eu l'idée? C'est venu comment? parce que moi je vais souvent dans les hôpitaux voir les enfants, Ouais. et j'ai vu ce corps de métier là qui existe et qui pour moi n'est pas assez mis en valeur, parce que c'est des vrais comédiens. Tu vois, c'est des mecs qui aiment faire rire et qui vont faire Quand rire tu dis les ce corps enfants. de métier, c'est-à-dire, tu parles des gens qui soignent les gens, ou tu parles de ceux qui Non, je font parle des rire clowns, les les clowns d'hôpitaux? Parce que clowns. oui, ils existent. C'est-à-dire Ils existent. ils vont voir les petits qui ont des cancers, voilà, et ils leur donnent la ils pêche. arrivent, ils viennent après les opérations ou avant les opérations, et ils font rire les enfants. pour déstresser, oui. Pour voilà, et souvent ça fait rire les enfants et ça fait rire les parents, ça déstresse les parents, et je me suis dit, je pense que c'est ça que je devrais écrire si j'ai un film à faire, ça serait Rendre sur hommage ça. à ces gens. Rendre hommage et Personne. puis mettre en valeur, et puis ça me ressemble pas mal. Tu vois, moi qui quand j'étais bébé, quand j'étais souvent à l'hôpital, ben je m'en rappelais de ces gens-là qui venaient faire rire mes parents. Tu vois, et je trouvais ça. Enfin voilà, s'il y avait un sujet à traiter au cinéma, pour moi, ce serait ça. Et c'est donc une j'ai eu bonne l'idée idée. de ça, et on est parti en écriture, et je suis très content parce que je suis accompagné de Jean Rachid qui produit, Oui, celui et qui a produit Sra- La vie qui scolaire. produit La vie scolaire et Grand Bien Corps entouré. Malade. Et il a tout de suite dit oui, il a tout de suite adoré le projet, et il m'a mis tous les trucs en place pour que je puisse écrire en collaboration avec Gaël le film, tu vois. Ouais, c'est par rapport à ça, par rapport à l'écriture des sketchs. Je voudrais revenir sur la pièce La Grande Évasion. Oui. Alors, La Grande Évasion, bon, j'avais été la voir à l'époque, c'était à l'Apollo Théâtre. L'Apollo Je me Théâtre. suis super bien marré. C'est dommage qu'on puisse Avec pas la Paul voir. Serré On et peut la voir quand même, elle est en ligne actuellement sur MyCanal, je crois. Est-ce que tu peux nous en parler et par rapport au film, en fait, au niveau de l'écriture, est-ce que ça t'a aidé? Alors non, c'est pas parce que c'est pas la même chose. Le théâtre, Je faut parle être du fait de faire d'écrire des sketchs. Ouais, non, en C'est fait, ce qui diffère l'écriture. entre le théâtre et... L'écriture du théâtre, comme je disais tout à l'heure, c'est une écriture qui est infinie. On n'a jamais fini d'écrire son spectacle. David avait vu mon spectacle il y a il y avait trop- le quatre ans. Bouderisbac il y a 2-3 ans. Il y a 2 ans, qui n'a rien à voir. Ah en ouais, fait. ouais, c'est vrai qu'avec le Corona. Et il l'a revu hier, et la première chose qu'il m'a dit, mais ça n'a plus rien à voir entre ce que j'ai vu et ce que tu fais maintenant. C'est-à-dire qu'on est toujours dans la recherche, dans l'écriture, parce qu'il y a toujours de la création. Au cinéma, c'est l'écriture du cinéma, c'est pas pareil, c'est une écriture fixe. C'est-à-dire que, avec des codes que moi j'ai pas, et justement le co-auteur avec qui j'écris, Gaël, Gaël, on peut dire son nom. qui est scénariste, qui écrit des films, qui bosse
avec Gaël, Jean comment Rachid. tu... Alors, j'arrive jamais à retenir son nom de famille. Bon. Moi, je Gaël. l'appelle Magaël, mais je pense pas que ça, Magaël. je pense pas que ça, je pense pas que ça Tu soit bosses son avec Jean nom. Rachid. Je pense pas que ça soit son nom de famille, Magaël, mais je l'appelle Magaël, et qui En est tout cas, vous travaillez adorable. ensemble. Voilà, et qui m'a donné ces techniques-là et qui m'a montré comment faire pour écrire un scénario. Donc, c'est des techniques bien spéciales, avec des tenants, des aboutissants, faut pas que ça soit linéaire, faut pas que ça soit que drôle, faut que ça soit touchant, faut que ça parle de, enfin voilà, que tout était, donc l'écriture n'est pas la même. Et filmable, c'est-à-dire que... Oui, parce qu'il y a Oui. aussi les axes de caméra, parce Voilà. que je co-réalise ce film. D'accord. Et donc voilà, il y a aussi le budget. Alors, Ouais. on peut pas dire oui, Combien là, ça à un coûte moment donné, le clown il saute d'une voiture Ouais. qui est en flamme. Ça Tu coûte tournes à 10 000 l'extérieur, euros. en intérieur. Oui, la on nuit, va le se jour. calmer. Course poursuite à l'hôpital. Voilà. Mais ça reste un huis clos à l'hôpital un peu, tu vois, donc ça va. Ouais. Mais bon, on le voit aussi dans sa vie parisienne, le clown. Mais voilà, c'est une autre façon de travailler qui est tout aussi prenante Et tu chambée, te quoi. revois refaire une autre pièce de théâtre comme tu avais fait Oui, avec La oui, Grande oui, Évasion oui, bien sûr. Bien sûr. Moi, alors, La Grande Évasion, c'est né juste après le spectacle, la pièce de théâtre avec Édouard Baird. Je me suis retrouvé à aller, je devais aller animer un gala de comique à Grenoble. Et je me suis retrouvé dans le train avec Wahid Bouzidi, Paul Serré, et on se connaissait déjà. Il faut savoir que Wahid a commencé sur scène en faisant ma première partie à Bobigny. Et Paul, il était venu me voir à l'époque Ah, c'est au génial. théâtre, et puis on se connaissait via le monde du stand-up, quoi. Et, Ouais. puis et donc voilà, et Wahid a eu cette idée en disant ce serait bien qu'on fasse un plateau d'humoristes, qu'on joue 20 minutes chacun, et qu'on vende ça, comme Boudère est connu, on peut vendre le truc, et puis on se partage, quoi. Et puis moi, je leur ai dit, écoutez, franchement, si vous voulez qu'on mette une empreinte, je viens de découvrir un truc qui s'appelle le théâtre, et c'est super. Franchement, si on écrit une pièce de théâtre, on change de championnat. On est dans un autre championnat, et je vous jure qu'on va vraiment kiffer. Et à l'époque, il y avait Noum Diawara et Amel Chabi qui avaient commencé leur pièce de Ils théâtre. cartonnaient avec leur pièce. Amour Ah sur ouais. place ou emporté. Amour sur place ou emporté, que j'avais vu, moi, en construction, parce que je suis très proche d'Amel. Et je dis, franchement, les mecs, c'est ça qu'on doit faire. En plus, c'est Et on une est écriture... parti. Pardon, hein, excuse-moi. C'est une écriture un peu stand-up. C'est une écriture un peu cité, un peu rue, un peu street. Oui, on a mélangé les deux en mettant, parce qu'il nous fallait un endroit clos pour le théâtre, et pour l'histoire de la pièce, et on y a mis nos vannes, on y a mis des vannes de stand-up, et la chose qui diffère du stand-up, c'est le quatrième mur, c'est le fait que ce soit une pièce de théâtre. Alors des fois, ça nous démangeait de parler avec les gens qui sont dans la salle, mais la force, elle a été là, et on l'a joué pendant 6 ans. Ouais. Et ça a été un succès. Alors bien sûr, on a eu encore une coupure d'air avec les attentats, donc forcément, on n'a Oui. pas voulu arrêter, quoi. On s'est dit, 4 jours après les attentats, les théâtres étaient réouverts, on a joué devant 4-5 personnes. C'était en novembre 2015. Hein, Ouais, c'est ouais, ça. exactement. Et puis nous, on était sur scène ce jour-là. On sortait, ça venait juste à peine. En plus, on était à l'Apollo, donc l'Apollo, il faut savoir que c'est à côté de sa République. On était à 200 mètres du bar qui était canardé, bière. La bonne bière. la bonne bière. Et ça sentait encore la poudre à canon. Et donc voilà, quoi. 10 000... Mais voilà, on s'est dit, on va pas lâcher, on va pas leur donner raison, on va continuer à jouer. Et donc on l'a joué. Après, il y a eu le Marrakech du Rire, l'extrait de Roméo et Juliette tiré de la pièce qu'on a joué au Marrakech du Rire. On a été la révélation du Marrakech du Rire. Et voilà, et tous ces petits trucs positifs qui sont arrivés, on a kiffé. Et puis quand la pièce commençait un peu à s'essouffler, parce qu'une pièce de théâtre, c'est long. C'est pas comme un one man. C'est long, c'est compliqué. En plus, on est 3 sur scène, donc c'est 3 comédiens. Je disais à mes potes, là, c'est le moment de surfer sur la vague de La Grande Évasion pour chacun écrire son one man, quoi. Et c'est ce qu'on a fait. Chacun a écrit son one man. Et chacun est parti de son côté avec son one man. Mais on est toujours très proches. On s'appelle souvent, et voilà. J'ai une dernière question à te poser, Boudère, pour l'entretien. Je te remercie encore, hein, on a beaucoup parlé. Toi, pour ton avenir, le stand-up, le one-man, tu vas prendre d'autres directions? Tu veux continuer à Là, j'ai développer déjà une pièce de théâtre qui est déjà écrite, qui est de côté. Alors, est-ce que je rattaque avec une pièce de théâtre après mon one man? Je sais pas. Est-ce que je rattaque avec un autre one man? Je sais pas. J'ai des pistes, j'ai des idées, mais
Pour l'instant, je joue celui-là. Ça fait 2 ans qu'on n'a pas joué, hein. Donc Ouais. forcément, là, j'ai un peu plus de 130 dates en tournée à faire, plus le film Beaucoup de boulot. qui me tient à cœur, qu'il faut vraiment que je mette en place. Et après, on verra ce que ça donne déjà. On verra. On espère que ça vient se passer pour toi. Donc merci Merci. d'avoir été avec nous, Boudère, Merci aujourd'hui. Boudère. Merci Donc, à vous et super. longue vie à votre émission. Merci. C'est gentil. Donc, vous pouvez retrouver Boudère sur scène dans sa pièce Boudère is back en tournée dans toute la France et également son autobiographie aux éditions Hugo Doc, Un Boudère. Et petit bonus, Boudère est un excellent musicien. Oui. Ah oui. Vous voulez voir Il jouer joue- du il joue oud. du Ah oud, bah, c'est venez. Déjà dans la pièce La Grande impressionnant. Évasion, il a un petit Et un je petit le solo. lance là-dessus un jour, je vais te voir en concert. Ah bah, je vais Je pour veux te voir en s'amuser. live. Pour l'instant, Je c'est veux qu'un que tu montes truc pour ton groupe et m'amuser qu'on vienne voir jouer. et que je mets au C'est théâtre. fabuleux comment tu joues. Que je mets dans mon spectacle parce que ça fait partie de ma vie. Faut Ouais. savoir que moi, quand j'étais jeune, j'écoutais pas de rap, j'écoutais pas de funk. J'écoutais que de la musique orientale classique. J'ai baigné dans ça, alors pourquoi, Ouais. je sais pas. Mon père jouait de ça et donc voilà, et ça fait partie de ma vie. Oui. Et Donc c'est- je le mets dans chaque spectacle. À c'est la ça. Grande Évasion, on l'avait mis. Et là, dans mon spectacle, je le mets. Donc tu joues en live, c'est pas du playback. Hein. Non, non, C'est ça pas va. assez garantit. 5 minutes, faut que tu Ouais. fasses plus. Moi, Ouais, je te demande, ouais. Boudère, On sérieusement. va faire des sketchs avec. Fais-nous un parce que, showcase. comme certains font, certains humoristes. Merci encore Boudère. Merci C'est à génial. vous. Merci d'avoir été avec nous et puis on Au se revoir. retrouve pour un prochain épisode du Pitch Club. À bientôt. Le Pitch Club.